Alphonse Maboussou, tout à l'heure vous disiez que bon, les grandes sociétés, quand vous avez commencé à citer les grandes sociétés, vous avez parlé du groupe Total, Eni, voilà, Chevron et autres. Ce qui est curieux, c'est que surtout Total, Total, je crois, même quand on était encore en pleine crise de Covid, Total a déclaré des grands bénéfices. Et parmi voilà, les pays qui lui ont permis de faire ce grand bénéfice figurait le Congo-Brazzaville. Et curieusement, au Congo, on nous parle toujours de crise, de crise, de crise, alors que ces sociétés qui viennent exploiter le pétrole au Congo font des grands bénéfices. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que, je ne sais pas, tout à l'heure peut-être qu'il faudrait qu'on parle aussi de contrat de partage. Qu'est-ce qui peut expliquer que les autres viennent faire des grands bénéfices et dans le même temps, le Congo parle des crises à non point finir, c'est tout le temps crise, crise, crise. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il faut comprendre une chose. Sous certains cieux, celui qui gère le Congo aujourd'hui, de main de fer, avait été, on lui a affublé le nom d'empereur. Voilà. Voilà. Ça veut dire que, il a fait main basse sur le Congo. Il n'y a rien qui ne lui soit pas, voilà, entre ses mains. Voilà. Il réalise sa volonté, il fait ce qu'il veut. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de retrouver Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Alphonse. Bonjour Christian, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Oh, Dieu, le Seigneur fait grâce. J'allais dire Amen. Merci. Ben oui. Merci donc de nous rejoindre pour tenter d'éclairer nos téléspectateurs sur l'activité pétrolière au Congo-Brazzaville. Rappelons que le Congo est troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne avec une capacité de production annuelle officiellement estimée à plus de 100 millions de barils. Qu'est-ce qui revient au Congo et que prévoit le contrat de partage? Rappelons également que l'activité pétrolière représente plus de 80% de l'économie congolaise. Une ressource que Denis Sassou Nguesso et son clan ont malheureusement fait main basse depuis leur retour au pouvoir par coup d'État militaire. Vous allez constater qu'en mer là-bas, il y a non seulement Total et Eni autres, mais vous verrez qu'il y a des Congolais qui ont des puits privés. Le sous-sol qui nous appartient à tous là, il y en a qui s'en ont approprié. Ça nous permettra de comprendre. Dans le texte, on a posé la question, mais 741 milliards qui vont vendre les cargaisons de pétrole, il y a combien de cargaisons et quel est le tonnage? Vous ne comprenez pas le sens des questions que nous posons? C'est pour savoir le reste est parti où. Et il y a un problème parce qu'on a dit, mais pourquoi on avait passé la décote de 2,5 à 6? Il y a 3,5 $ par baril qui sont passés où? Qui c'est qui les a pris? Pourquoi la précaution de 10 $? Les 10 $ qui n'ont jamais été réintégrés au budget. Qui a pris? C'est ça le sens de l'audit. Et je peux vous dire, il y a là, à la CCA, une dette fictive qui vient couvrir les détournements. Vous détournez 10 milliards, 100 milliards, on fabrique un faux papier et on va donner au directeur général de la CCA. Mais dans la base de données, c'est la dette. Nous allons commencer par rappeler les opérateurs dans ce secteur et qui en sont réellement les propriétaires. Ensuite, nous pourrions aborder les statistiques, notamment combien d'argent, par exemple, génère le pétrole congolais. Cette question, aussi simple, avait été posée au ministre congolais des hydrocarbures, Jean-Bruno Hutois, lors de la quinzaine du gouvernement du 11 août 2025, mais qui visiblement lui avait paru très embarrassante. Je vous propose de suivre d'abord cette séquence avant de vous faire réagir. Suivez.
Je suis Gabrielle Mabiala, journaliste à Tcheleka Média. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ici, parce que la semaine dernière, on vous avait attendu en vain et aujourd'hui, vous avez répondu au président. C'est très bien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La première question, Monsieur le ministre, le lancement de la nouvelle raffinerie à construire par le consortium chinois était initialement prévu en 2023. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce retard, les étapes déjà franchies et le nouveau calendrier prévu? La seconde question, Monsieur le ministre, nous savons que le pétrole fait partie des ressources naturelles de notre pays qui génèrent des fonds, de l'argent, qui contribuent activement dans le secteur économique. Pouvez-vous nous communiquer le montant exact des recettes pétrolières générées par le Congo au cours des 4 dernières années, ainsi que leur affectation concrète dans le budget national? Toujours dans ce même secteur, la gestion des contrats pétroliers et gaziers reste souvent opaque aux yeux des citoyens congolais. Quand le gouvernement compte-t-il publier de façon régulière et accessible les chiffres exacts sur la production, des exportations et les revenus, afin que chaque Congolais sache combien rapporte notre pétrole et comment cet argent est utilisé? Merci bien. Ceux qui ont tout petit peu pratiqué le ministre des Hydrocarbures savent que je suis tout sauf réfractaire à la communication. Je crois aux vertus de la communication, non pas seulement en termes de propagande, mais comme étant un élément indispensable, indissociable du management moderne. Je sais qu'il y a une opinion, et je suis surpris que cette opinion subsiste encore aujourd'hui, qui continue à parler d'opacité. Madame a parlé d'opacité, je suis très très surpris, parce que je crois que dans ce pays, on a eu l'occasion de faire des choses inédites. Dans une vie antérieure, ici, au Congo quand même, mais antérieure, nous avons eu l'occasion de faire une chose inédite. Nous avons obtenu que soit rassemblé le Parlement, les 2 chambres du Parlement, et on a passé avec ces 2 chambres une semaine à parler du pétrole. Tous azimuts. Il n'y avait aucun tabou, il n'y avait aucune restriction aux échanges. Nous étions dans une phase transitoire importante, c'était le Conseil national de transition, et d'abord, puis ensuite les 2 chambres. Et nous avons eu droit à des questions que d'aucuns auraient pu considérer comme embarrassantes, et ça ne nous a pas du tout gênés. On était préparés à ça, on était venus pour ça. Nous avons eu l'occasion de faire le même exercice au Fonds monétaire, où nous avons amené tous nos techniciens pour expliquer comment était vendu le pétrole. Je me souviens dans cette vie précédente que tous les 3 mois étaient publiées les ventes de cargaison par la SNPC sous certification d'un cabinet international, KPMG. Donc je suis toujours un peu étonné qu'on parle d'opacité. Je suis étonné qu'on en parle alors que notre budget, s'il ne s'appuie pas sur le pétrole, sur quoi il s'appuie alors? Le pétrole continue à représenter 60. Encore aujourd'hui, ça a été bien plus que ça à une époque donnée. Et donc, bien sûr, avec la présentation du budget, le ministre des Finances ou du budget, parfois les deux sont confondus, n'a pas d'autre choix que d'expliquer les données pétrolières. Donc, entre autres choses, il présente la production. Il présente la production au Parlement, qui représente le peuple. Ils ont été élus par le peuple, ça au moins on peut en convenir. Le Parlement siège au nom du peuple. Par ailleurs, ces séances sont souvent publiques et en direct. Donc, tout le monde a le loisir de s'arrêter quelques minutes ou quelques heures, regarder la télévision pendant que le ministre du Budget ou des Finances présente son budget. Et donc, le loisir d'entendre les données de production, les prix, les hypothèses de prix, les ressources pétrolières. C'est les premières qu'on énonce toujours. Vous voulez celles des dernières 4 années, on va vous les envoyer. Moi, je ne suis pas sûr de les avoir menées avec moi ici. Vous donnerez vos coordonnées à mes services. Je ne sais pas si mon conseiller là, il est là. Monsieur Kimbassa, Amédée. Vous donnerez vos coordonnées et on vous fera parvenir les données. On vous donnera les données de production, pétrole et gaz désormais. On vous donnera les hypothèses de prix internationaux et puis les hypothèses de prix des bruts congolais. C'est ce qu'on fait comme exercice chaque année. Et on vous donnera les revenus que vous pourriez retrouver dans la loi des finances, qui est une loi. La nouvelle raffinerie est une ambition du président, parce que la CORAF, qui est notre raffinerie actuelle, raffinerie nationale, qui a une capacité d'1 million de tonnes, correspond à peu près à 60-65% des besoins nationaux. Et nous sommes obligés d'importer la différence.
Quand on importe la différence, on n'a pas du tout la maîtrise des termes d'échange et donc malheureusement on subit les prix du marché et par moment ce marché international est très très élevé, on n'a pas le choix, on veut acheter et donc on subit le phénomène de ce qu'on appelle l'inflation importée. On importe ici de l'inflation parce que dans ces pays ils ont des coûts plus élevés et comme on achète chez eux, malheureusement on achète à ces prix-là et donc ça s'appelle de l'inflation importée et ça c'est une chose qui nous pose des problèmes. Pose des problèmes pourquoi? Parce que l'on approvisionne le pays avec des produits issus de la raffinerie nationale, ou encore plus, que l'on importe ces produits, ils arrivent ici, une fois tous les calculs faits, à des prix qu'une grande partie des Congolais ne pourraient pas supporter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les vend à ces prix? C'est-à-dire la vérité des prix, c'est ce que veut le Fonds monétaire. La vérité des prix, et ainsi on priverait, je ne sais pas quel pourcentage de Congolais d'accès aux produits pétroliers. Et ces produits pétroliers, c'est pas seulement pour les riches. Parmi ces produits, il y en a un qui met très cher, ça s'appelle le pétrole lampant, c'est pas pour les riches. Et comment ils feraient s'ils n'ont même pas accès au pétrole lampant? Mais ces produits sont utilisés aussi pour des usages qui bénéficient à l'ensemble de la population, notamment le transport en commun. Le transport en commun, c'est pas que pour les riches. Donc si les bus et les taxis n'ont plus accès au carburant, comment on fait pour se transporter? C'est la grande quadrature du cercle que nous essayons de résoudre, qui n'est pas totalement résolue. Pour l'instant, la position du gouvernement, en tête le président, est très claire. Il n'est pas question de pratiquer la vérité des prix tant qu'elle a pour effet d'augmenter la pauvreté et de générer de l'inflation. 3 études ont démontré cela chaque fois qu'on a augmenté. 3 études indépendantes ont démontré que même quand on a augmenté pour 5%, ces 5% ont généré de la pauvreté additionnelle et de l'inflation, donc un frein à la croissance économique. Or, c'est ce que nous voulons. Donc, pour l'instant, on trouve un équilibre assez difficile entre un peu d'augmentation, c'est ce qu'on a fait 3 fois, et malgré tout, un peu de subvention. Et toute la bagarre, c'est le niveau de la subvention que nous devons conserver ou pas. Et en définitive, oui, le gouvernement a pensé que la solution, c'était qu'on ait une deuxième raffinerie. C'est un projet qui date d'un certain temps. C'est pas un projet réalisé par l'État congolais, c'est un investisseur privé, étranger, chinois. On ne peut pas lui mettre le fusil sur la tempe pour lui dire de dépenser l'argent. Il fait des études de rentabilité, de marché, et son business plan, et c'est en fonction de ça qu'il décide d'investir ou pas. Ça s'appelle de l'IDE, l'investissement direct étranger. Voilà, alors Alphonse Maboussou, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer l'attitude de Jean-Bruno Itoie? Pourquoi avoir éludé la question sur les statistiques sur le pétrole congolais alors que c'est une ressource nationale? En effet, les statistiques ne lui ont pas été demandées, mais euh, il devait avoir le loisir d'expliquer avec précision aux Congolais comment étaient répartis ou comment seraient répartis les 100 793 454 barils qu'il a annoncés. Voilà, qu'il a annoncé avec pompe. Voilà, vous avez la bonne information. Maintenant, vous n'allez plus douter, vous n'allez plus, comme si vous voulez narguer la presse, vous voulez narguer les Congolais, alors que tout ce qu'ils font, c'est du faux. Ils sont dans le Oui, mais faux, ils sont il dans y la a des tricherie. statistiques qu'il n'a Voilà, pas c'est données connu de sur place. tous. Il a promis à la journaliste d'ailleurs, ben voilà, de lui envoyer des informations après. Pourquoi n'avoir pas donné ça devant toute la presse, devant tous ceux qui étaient là? Mais s'agissant des statistiques, nous allons voir dans les détails, effectivement, comment sont répartis les 100 millions de barils qu'ils ont l'intention de produire cette année. D'accord, ok. Alors, commençons d'abord. En nous Oui. basant sur ce qui avait été fait de par le passé. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par les sociétés qui exploitent le pétrole au Congo-Brazzaville? Ça serait très intéressant que nos téléspectateurs aussi puissent pour ceux qui vont le découvrir, pour ceux qui le savent déjà. Ça sera donc un rappel. Ensuite, on reviendra sur évidemment les statistiques, les chiffres dont vous parliez tout à l'heure pour comprendre si réellement la crise que le régime de Brazzaville vend aux Congolais est-elle réelle ou c'est simplement une mise en scène, c'est-à-dire une crise créée de toutes pièces par le PCT. Alors, est-ce qu'on peut commencer par les sociétés qui exploitent le pétrole au Congo? Oui, tout à fait. Les sociétés qui exploitent le pétrole au Congo sont Total Énergie, voilà.
qui est là depuis belle lurette, hein, plus de 60 ans aujourd'hui. Ils ont commencé l'exploration vers les années 1922, par là, et le premier puits, ils l'ont foré en 1957, qui est la pointe indienne. Et voilà, et ils ont fait la pluie et le beau temps. Et de Total, de toutes les sociétés d'avant Total, parce que c'était la SPAEF, puis Elf, puis Total Fina Elf, puis Total Énergie. Total et puis Total Énergie aujourd'hui. Ils ont brassé des milliards, des centaines de milliards de dollars ou d'euros sur l'activité pétrolière qu'ils ont au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà, il en est de même pour Eni, qui est arrivé quelques années un peu plus tard et qui ont aussi engrangé suffisamment de capitaux. Ensuite est arrivée la société euh, Chevron. Chevron est venu prendre des parts dans le gisement de Nkossa que Total avait découvert. Voilà, et ils les ont accompagnés jusqu'à la déplétion, parce que les deux grands champs que regorgeait le permis haute marine, le permis haute mer plutôt, euh, notamment le gisement de Nkossa et de Ntsoko, sont en déplétion, ce qui fait que Total a trouvé utile de ne plus poursuivre l'activité sur ces gisements, et ils ont vendu ces actifs-là. Voilà, donc Total, Chevron a récupéré sa part et puis n'est plus au Congo. Ensuite, il y a eu des petites sociétés, hein, bon, des petites sociétés qui ne sont pas vraiment de renommée internationale, mais qui ont fleuri leur trésorerie au Congo parce que, bon, faisant partie de cette haute mafia que nous constatons dans ça et là, dans les différentes Alors là, activités. vous faites allusion aux entreprises, aux sociétés comme Emla, Peranco, Continent, Tout je à ne sais pas, il fait. y a même Win. Quand vous prenez l'exemple de Emla, Emla, c'est une société appartenant à deux Norvégiens qui avait été approché par un citoyen congolais de bonne foi, voilà, technicien, et il les a emmenés au Congo, mais malheureusement, le Congolais a été floué, et puis le pouvoir a récupéré la société, et puis ils exploitent, hein, voilà, ils sont dans les champs marginaux avec la SNPC, voilà. Donc, il en est de même pour Perenco. Perenco, bon, est reconnu mondialement comme étant un major dans l'extraction des hydrocarbures dans les champs marginaux. Mais sauf que eux, ils ne respectent pas trop l'environnement. Voilà. Tout ce qui est lié à l'environnement, eux, c'est le chiffre. Voilà. Et la SNPC s'est coquinée avec cette société-là pour pouvoir l'aider à exploiter les champs marginaux, alors que euh, la SNPC, après 26 ans d'existence, aurait pu former voilà, du personnel lui permettant effectivement de prendre en charge euh, cette, cette ressource pour laquelle l'État lui avait demandé de le représenter pour que, voilà, qu'on puisse régler les problèmes économiques du Congo et aller vers le développement. Sauf que, Et malheureusement, les champs marginaux dont vous faites état, c'est quoi concrètement? C'est-à-dire des champs déjà exploités par les grands groupes et qui abandonnent après, c'est ça? voilà, c'est-à-dire, ce sont des champs qui ont produit, voilà, qui ont produit suffisamment de ressources, hein, d'hydrocarbures, mais qui ont atteint un plateau et après ont commencé, le déclin est arrivé par la suite, et ce déclin permet, il faut maintenir en fait la production à un certain niveau pour que la société qui l'exploite ou les sociétés qui l'exploitent soient en mesure de trouver leur plus-value. Mais lorsque les travaux réalisés sur l'entretien des puits, des plateformes et tout ça ne leur permettent pas de trouver une plus-value nécessaire leur permettant de pouvoir aller plus loin, ben, ils peuvent être amenés en ce moment-là d'abandonner le champ. Voilà pourquoi on parle en ce moment-là de champ marginal. Mais dans le cadre des contrats de partage de production, un champ marginal revient d'autorité à l'État, l'État congolais. Voilà. Parce À que 100%.
À 100%. Pas à 100%, on renverse la tendance, c'est-à-dire que si les sociétés qui exploitaient lorsque le champ produisait à outrance, tournait autour de 85%, on renverse la tendance en ce moment-là. Lorsque c'est un champ marginal, c'est à l'État donc d'être quasiment propriétaire, c'est-à-dire autour de 60, 70, 80, 85%, et les autres, ayant récupéré leur profit oil, voilà, ben, ils accompagnent en fait l'État jusqu'à l'épuisement du gisement. Voyez-vous? Mais sauf que pour le cas du Congo, ils ont demandé à Perenco de les accompagner, mais aujourd'hui, on constate que entre Perenco et l'État congolais, ils ont créé une société au milieu qu'ils appellent Congorep, qui est une grosse nébuleuse, une nébuleuse. Aujourd'hui, l'État congolais a maquillé parce que quand on voit le domaine minier, le domaine côtier de 2025, version 2025 publiée par la Société nationale des pétroles du Congo, ben, on constate qu'il n'y a plus les, les Petro-Congo, il n'y a plus les Iforet, il n'y a plus les, les continents, il n'y a plus les pétroleum, voilà. Mais aujourd'hui, c'est Felpaco, c'est pas mal d'autres sociétés bidons, voilà, les comment, MLA. Amat, ouais, je reviendrai là-dessus, sur Amat, parce que c'est un appendice de, comment on appelle, de, Mais, de mais Eni. Voilà, qui de sont Eni. par exemple, qui sont réellement les propriétaires de ces petites sociétés que vous appelez les petites sociétés qui reprennent en fait les champs marginaux, comme vous avez dit, parce que désormais on nous parle aussi d'une autre société, Wingwa, qui serait, je crois, une société chinoise. Elle est aussi dans cette même activité de récupération des champs marginaux, ou bien c'est Il une faut société de comprendre une production? chose. Il faut comprendre une chose. Sous certains cieux, celui qui gère le Congo aujourd'hui, de main de fer, avait été, on lui a affublé le nom d'empereur. Voilà. Voilà. Ça veut dire que il a fait main basse sur le Congo. Il n'y a rien qui ne lui soit pas voilà, entre ses mains. Voilà. Il réalise sa volonté, il fait ce qu'il veut avec le Congo. Ce qui fait que tout le pétrole congolais est géré par celui qui gère le Congo aujourd'hui. Donc, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps. Aujourd'hui, par exemple, Denis Gokana n'est plus d'odeur de sainteté, alors que c'est lui qui, au départ, hein, fait que la SNPC et l'État congolais arrivent voilà, à gérer le pétrole tel qu'ils sont en train de le faire. Mais malheureusement, ben, il a été écarté en la faveur d'autres acteurs qui ont intégré la mangeoire, voyez-vous. Mais il en est de même pour les Bata. Hein. Les Bata n'est pas d'odeur de sainteté comme auparavant. C'est pas que je les dédouane ou que je suis Ou peut-être voilà, simplement parce qu'ils sont sous les hein. projecteurs désormais voilà, de Paris. Oui, c'est ça. C'est Il faut ça. se Comme douter. il fallait être un peu plus transparent, ben, c'est l'axe Dubaï qui est priorisé aujourd'hui avec cette dame rwandaise qui est au cabinet François présidentiel. Joly. François Joly, effectivement, qui auparavant travaillait avec Massono du côté de Dubaï pour vendre de façon opaque le pétrole, le brut congolais, mais aujourd'hui, ils ont d'autres partenaires, mais rien ne se cache hein, au soleil. Voilà, tout finit par se savoir. Donc, c'est eux qui gèrent. Vous m'avez parlé tout à l'heure de Wingwa. Wingwa, Wingwa, oui. c'est une société chinoise. Je peux vous euh, restaurer plus ou moins l'historique de Wingwa parce que j'ai eu comme par hasard la chance, lorsque j'étais consultant à Sonangol, de constater que Wingwa, Sonangol avait commandé une campagne sismique prospective pour l'Angola du côté de Cabina Norte. Cabina Norte, c'est fait frontière avec le Congo, donc la partie du Mayombe. Ils vont donc faire cette campagne et traiter et interpréter les données qu'ils ont trouvées, donc les données sismiques, et ils vont se rendre compte qu'il y avait une grosse patate. Nous, dans le jargon pétrolier, une patate, c'est un gisement, hein, voilà. Un prospect qui peut être transformé en gisement, qui était vraiment euh, plus
prépondérant dans ce gisement-là, du côté congolais que du côté angolais. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné de la société BGP, qui est une société chinoise qui avait donc fait cette campagne sismique-là, pour aller au Congo solliciter le permis dans lequel était découvert donc ce champ, où eux-mêmes, eux seuls en avaient l'information, notamment le Chinois qui en était le patron, donc de la société BGP. Donc, c'était une partie encore vierge. Et le pouvoir était d'ailleurs surpris, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ces gens dans une zone si vierge, alors que, voilà, alors que aucune société n'y a fait, voilà, une acquisition quelconque de données pour pousser ces gens-là à venir donc s'intéresser à cette zone-là. Et ayant obtenu le permis, quelques mois après, le monsieur va donc revoir le gouvernement congolais, notamment le président de la République, pour lui dire que, voilà, je viens de découvrir un très grand gisement dans ce bloc. Je ne suis pas trop professionnel en la matière parce que ce n'est pas mon domaine d'activité, mais en fait, il avait eu son morceau. Voilà. Donc, il a dit, si vous me payez tant, voilà, je vous donne, voilà, le gisement. Mais je vous rassure que ce gisement va produire jusqu'à autour de 60 000 barils jour. Mais la présidence de la République a été très contente hein, d'accueillir une telle information. Et ce monsieur, donc, a été remercié avec son argent qu'il avait eu. Je n'ai pas les détails de ce qu'on lui a donné, mais toujours est-il que la société Winghua, qui a été créée par la suite, est l'appartenance et de celui qui gère le Congo aujourd'hui et d'une dame chinoise. Voilà. Donc, le pétrole qui est sorti dans ce gisement de permis Banga Kayo, c'est le pétrole qui appartient à celui qui gère le Congo aujourd'hui. Alors, Alphonse Maboussou, tout à l'heure vous disiez que, bon, les grandes sociétés, comme vous avez commencé à citer les grandes sociétés, vous avez parlé du groupe Total, Eni, voilà, Chevron et autres. Ce qui est curieux, c'est que surtout Total, Total, je crois, même quand on était encore en pleine crise de Covid, Total a déclaré des grands bénéfices. Et parmi voilà, les pays qui lui ont permis de faire ce grand bénéfice figurait le Congo-Brazzaville. Et curieusement, au Congo, on nous parle toujours de crise, de crise, de crise, alors que ces sociétés qui viennent exploiter le pétrole au Congo font des grands bénéfices. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que, je ne sais pas, tout à l'heure peut-être qu'il faudrait qu'on parle aussi de contrat de partage. Qu'est-ce qui peut expliquer que les autres viennent faire des grands bénéfices et dans le même temps, le Congo parle des crises à non point finir, c'est tout le temps crise, crise, crise. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je situe le problème à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le manque de compétences des Congolais pour faire le benchmarking, c'est-à-dire contrôler l'activité de ces sociétés-là sur son territoire pour s'assurer de la valeur réelle des réserves qui sont annoncées lors des découvertes. Voilà. Et ensuite, en assurer effectivement le contrôle jusqu'à voilà, la déplétion des champs ainsi produits ou ainsi exploités. Ça, c'est un fait. Maintenant, le deuxième fait, c'est ces sociétés-là, effectivement, au niveau de leur hiérarchie, annoncent les vrais chiffres. Mais malheureusement, ces chiffres, nous n'y avons pas accès pour pouvoir les confronter aux chiffres réels qui sont effectivement définis ou annoncés au niveau du territoire. Ce qui fait qu'il y a il y a un distinguo, il y a un déséquilibre qui fait que, bon, ceux qui gèrent le Congo aujourd'hui prennent pour argent comptant ce qu'on leur annonce. Voilà. Alors qu'ils n'ont aucun élément scientifique leur permettant d'affirmer ou d'infirmer ce qui est produit. S'ils avaient la gestion, par exemple, du terminal de Ngeno, ils pouvaient faire la balance. À un moment donné, ils pouvaient faire la balance faire la balance donc au niveau de la comptabilité matière entre la production réelle,
les réserves prouvées qui ont été annoncées au départ lors de la découverte dans le gisement et les différentes productions, voilà, et les enlèvements, voilà, et les enlèvements par bateau entier, voilà, du brut à partir du terminal de Ngeno. Et cette balance pouvait, après un certain temps, permettre de savoir exactement si ce que ces sociétés annonçaient était vrai ou ne l'était pas. Mais toujours est-il que dans le cas des contrats de partage de production, il y a une part qui revient au Congo. Euh, Le Elle est problème, de c'est combien? il y a une part que c'est 34%, 33% donc comme tel sur le brut, voilà, et puis 1% qui correspond à ce qu'on appelle la provision pour investissement diversifié, voilà, pour soutenir les activités hors budget, voilà. Voilà, donc ça fait donc un global de plus ou moins 34%. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Le Congo aurait pu se développer sur tout ce qu'il a pu engranger depuis 26 ans. Voilà, depuis que ces contrats de partage de production ont été mis en place. Oui, mais Malheureusement, c'est le paradoxe aujourd'hui, c'est que lorsque vous dites c'est beaucoup d'argent, car 34%, c'est quand même beaucoup d'argent. Et quelqu'un disait d'ailleurs qu'on pouvait faire du Congo un petit Qatar. La fois dernière, vous nous disiez que plus de, c'est comme ça que vous disiez, 220 000 milliards ont été oui, dilapidés depuis que Denis Sassou Nguesso est revenu. 222 milliards de dollars sont planqués hein, offshore par ceux qui gouvernent le Congo parce que bon, ils ont trouvé une vache à lait en créant, par l'intermédiaire de ce qu'ils ont appelé le contenu local ou la congolisation de l'activité pétrolière. Donc, ils y ont intégré des sociétés bidons, voilà, qui n'ont apporté aucun capital pour l'exploration et l'exploitation des champs en production, mais qui, par contre, ont pu engranger des parts dans les contrats de partage de production qui leur ont permis de récupérer leur part de brut et de vendre ce pétrole et planquer l'argent à l'extérieur. Voilà. Ce En qui fait sorte, que, ils ont spolié le Congo de son pétrole, c'est ça. Et oui, c'est ils ont devenu leur spolié le pétrole. Congo de son pétrole à travers la société nationale qu'ils ont créée, qu'ils ont appelée SNPC, voilà, qui perçoit plus ou moins 15% pour le compte de l'État et dont les autres parts ben, sont disséminées dans des comptes offshore auprès des sociétés bidons qu'ils ont créées, notamment Petro-Congo, Ifourette, apparemment en Moshi, Ifourette, ça veut dire on est ensemble. Voilà, donc tous ceux qui sont payés sur la base de cet argent, ben, ils sont trompés. Ils sont trompés. Donc, si tu dénonces, ben voilà, l'épée de Damoclès qui se trouve sur ta tête, ben, t'attraperas et puis voilà, tant pis pour toi. Donc, ils sont tous, voilà, les coudes serrés les uns les autres, parce que bon, voilà, ils ont trouvé une vache à lait et chacun se sert. Voilà. À qui mieux mieux. Alors, Alphonse Maboussou, lorsque nous parlions de plus de 100 millions de barils, la production pétrolière du Congo, généralement, voilà, c'est un langage que souvent le Congolais moyen ne comprend pas. Et tout à l'heure, donc, il faudrait qu'on parle des chiffres. Combien d'argent produit le pétrole congolais et combien d'argent revient au Congo réellement? Parce que finalement, c'est un pays, on comprend très bien, très riche, c'est 6 millions d'habitants, quand on exagère, parce que de toute façon, tout le monde sait que le dernier recensement a été gonflé, le recensement 2023, et une petite population de 6 millions d'habitants. Le Congo a du pétrole, le gaz, les minerais, voilà, la mer, une façade maritime et tout ce qui va, mais avec une population extrêmement pauvre. Plus de 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à 600 francs CFA par là, par jour. Vous savez que les Congolais, même le salaire minimum congolais ne permet pas aux Congolais de s'acheter même un repas. Vous comprenez, c'est très difficile. Et donc, on va comprendre avec vous qu'est-ce qui se passe concrètement. On va commencer donc par les chiffres si vous les avez, nous dire combien le pétrole congolais produit, qui produit quoi et qu'est-ce qui revient au Congo. Voilà, je me suis permis de faire un petit diapo pour permettre aux téléspectateurs qui vont suivre donc cette émission, voilà, d'être au fait de l'actualité et de comprendre
effectivement, comment est réparti ou comment sont répartis voilà, ces ressources, voilà, provenant effectivement de l'exploitation de nos bassins sédimentaires. Donc, euh, celui qui avait dit Tokoti Kapete. Et donc, tant qu'on n'a pas fini Tokoti Kapete, tant qu'on n'a pas fini Tokoti Kapete, voilà, Tokoti Kapete, parce qu'ils sont dans une certaine logique, avait annoncé plus ou moins 100 793 454 barils escomptés pour cette année 2025. Si nous nous basons sur ce qui s'est passé voilà, antérieurement, cette manne voilà, serait repartie de la façon suivante. Donc les 100 793 100 793 454 barils représentent plus ou moins, si le baril était vendu à 60 dollars, ce qui fluctue, hein, ça fluctue entre 60. Oui, mais au moins là, vous avez minoré carrément, c'est-à-dire vous Voilà, avez pris nous le avons plus minoré pour être un peu plus réel et plus optimiste. objectif. Oui. Mais voilà, les revenus avoisineraient les 3 milliards, 3 701 milliards, 135 millions 630 880, que se répartissent toutes les sociétés qui exploitent le pétrole au Congo. Voilà. Mais il y a quelques années encore, si je remonte à 6, 7 ans, 8 ans de cela, Total à lui seul engrangé plus de 5 000 milliards. Eni engrangé 3 000 milliards. Voyez-vous? Donc, si aujourd'hui on se retrouve à 3 000 milliards cumulés pour l'ensemble des sociétés, je peux expliquer cela si c'était réel, parce que auparavant, je vous ai dit que si la Société nationale des pétroles avait l'expertise lui permettant de confronter ces chiffres, il aurait des experts, voilà, qui auraient pu dire oui ou non si ces valeurs étaient réelles ou pas. Donc, admettons que ces valeurs soient réelles. Donc, 3 701 milliards, 135 630, 135 millions 630 880 correspondraient donc aux revenus engrangés dans l'activité pétrolière. Comme 1% de cette manne va ou vont dans ce qu'on appelle la provision pour investissement diversifié, ça veut dire que 37 milliards reviendraient donc à, à la provision pour investissement diversifié. Or, ils ont créé ce qu'ils ont appelé à la SNPC Fondation, qui gère cette manne, voilà, qui gère cet argent. Mais de façon opaque, hein, avec leur hiérarchie, qu'est la présidence de la République, ou le président de la République, parce que tout vient de lui, hein. Et il fut un temps où cet argent était géré par Congo Assistance, Lissungi, Pona Ekolo. Aujourd'hui, il y a même Touche pas à mon président, Éveil d'Afrique de Aline France et Tokabeka. Ils sont à la mangeoire, chacun vient se servir pour faire la propagande. Voilà. Alice Franck et Toka Beka, c'est celle qui organise les conférences qu'on est en train de voir là un peu Tout à partout. fait. Elle trouve l'argent où l'argent vient de quelque part, c'est l'argent du pétrole. Effectivement, de la provision pour investissement diversifié. Pour rappel, la SNPC elle-même culmine à euh, 190 milliards, 1900 milliards de, de francs CFA de dette. Où est-ce qu'elle peut trouver de l'argent pour faire des dons des écoles, des choses comme ça, à gauche et à droite? Hein. C'est la SNPC Fondation qui lui permet effectivement de sortir la tête plus ou moins de l'eau, parce qu'eux-mêmes, eh ben, ils clouent sous le poids des dettes. Voyez-vous? Donc, revenons donc au sujet principal qui Mhm. est la provision pour investissement diversifié. Oui, Donc, ça représente donc 1 million de barils, voilà, sur les 100 millions. Et la part, revenons au Congo, oui. lorsqu'on parle des contrats de partage de production, voilà, et représente plus ou moins 40 millions
317 382 barils. Ces 40 millions représentent plus ou moins une valeur de 1480 milliards, 454 millions, 252 352 pour un baril à 60 dollars, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais il est arrivé des moments où le baril se vendait à 120 Ah dollars. oui, quand le baril était à 120, je me rappelle que le budget, la part du pétrole dans le budget de l'État tournait autour de 1080 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est une autre paire de manches parce que beaucoup d'argent était dissipé par, voilà, par ces gens qui gèrent le Congo, comme C'est euh, en cette période où on a parlé des 14 000 FDL. milliards, c'est-à-dire les excédents budgétaires, c'est ça. Oui, il y a eu 14 000 milliards des excédents budgétaires, mais je puis vous garantir que ces gens-là ont planqué plus de 133 000 milliards de francs CFA à l'extérieur, 222 milliards de dollars. Ça, c'est, vous voyez tous les scandales que vous apprenez au jour le jour. Voilà, la BSK a fait ceci avec la nouvelle société d'électricité du Congo, voilà, à la FIBA ou à la FIGA, on a fait ceci, on a volé, ainsi de suite. C'est de l'argent qui vient bien de quelque part, voyez-vous. Donc, 133 000 milliards. Pas milliards, 133 milliards, mais 133 133 000. 000 milliards de francs CFA, c'est ce que ces gens-là ont pu planquer à l'extérieur, voyez-vous. Un C'est manque à horrible. gagner pour les Congolais. Lorsque tout à l'heure, vous m'avez dit que donc on pouvait faire du Congo un petit Dubaï, un grand Dubaï même, avec tout cet argent. Nous ne sommes pas nombreux. On aurait pu nous le répartir et puis permettre le développement du Congo. Mais sauf que, bon, nous voyons dans quel état se trouve le pays aujourd'hui, hein. Voilà, il est C'est-à-dire perdu. les éléments que vous annoncez là, ça veut dire que vous avez vous allez dire, hein, je vais me péter peut-être, vous avez des éléments d'appréciation, c'est-à-dire si on demandait par exemple des preuves des éléments, vous êtes capable de les fournir. Allons-y, je n'ai pas fini. Donc, des 40 000, des 40 millions de barils qui reviennent à l'État congolais, voici ce qui va dans la nébuleuse, ce que j'ai appelé nébuleuse, c'est-à-dire les sociétés qu'on a créées autour de la SNPC pour siphonner l'argent de l'État. Eux, ils prennent 16 millions de barils. 16 millions de barils. 16 731 713. Vous voyez? C'est bien beau d'annoncer 100 millions de barils. Oui, le Congo va engranger 100 millions de barils. Mais oui, mais qu'est-ce qui revient après coup au Congo ou aux Congolais? Vous voyez? 16 millions sont dissipés. Mais ces 16 millions représentent 614 milliards de francs CFA. Qui gère cet argent? Mais ce sont des individus qui vous le prouvent par des actes ignominieux qu'ils posent, ça et là. Voyez-vous? Les continents ont fait leur temps. Le pétroleum, je vous rappelle que le pétroleum, c'est la société de Maurice Nguesso, hein. Hmm. Edith Le Nguesso, Petro-Congo, AOGC, ils ont fait leur temps. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de Felpaco, ils sont en train de parler de reconstituer la société AOGC parce que Gokana a été mis dehors et tout le reste. Voilà. Donc, et à qui appartenait Continent par exemple? le continent, ben, c'est pour Denis Christel Sassou Nguesso avec Yaya Moussa. Voilà. Yahya Moussa, Toujours l'ancien avec, fonctionnaire. toujours avec. Oui, l'ancien représentant du Fonds monétaire international au Congo. Vous voyez les conflits Comment d'intérêts, ça? celui qui vient au Congo pour l'aider à gérer les dettes qu'il a vis-à-vis du Fonds monétaire, ben, il intègre la mangeoire. Ça veut dire corrompu pour faire Ben, bien passer le sûr que oui. dossier. Corruption Et est en France, hein. voilà, en reconnaissance, on lui donne voilà, un puits de pétrole, c'est ça. Au Congo, l'honnêteté ne compte plus, la corruption est en force et c'est devenu un mode de gouvernement. Donc, vous acceptez, si vous refusez, bon, ben, voilà, vous êtes pointé. Donc, les sociétés nébuleuses, ils se tapent donc ce beurre-là, voilà, sans rendre compte à personne. Ils peuvent envoyer leur part de brut à la raffinerie, c'est transformé en produit fini. Il fut un temps où nous avons même fait une émission sur des cargaisons de produits finis qui se sont retrouvés au Togo et au Gabon. Oui, vous nous disiez d'ailleurs à cette occasion que
les produits qui étaient raffinés donc chez nous, au Oui, Congo-Brazzaville, ces produits se vendaient ailleurs, oui, alors que oui, dans le même Au temps, Togo principalement, Togo qui n'est même pas un pays producteur de pétrole. donc on raffine au Congo le pétrole congolais et on va Oui, vendre au Togo. Pendant ce temps, au Congo, il y a des pénuries. De bien quel- sûr que oui, on crée la pénurie exprès, et en RDC aussi d'ailleurs. On crée la pénurie exprès, voilà, et on renvoie parfois certaines quantités, mais avec une plus-value pour gagner plus. Les Kadhafi, c'est eux, toujours eux, voyez-vous. Ça dit que le pétrole qui est transporté par la Société nationale des transports, voilà. Après stockage à Ilogs, Ilogs, et Celog dans le port, ben, ça prend la route pour approvisionner les différentes villes, les différents villages qui sont sur le parcours. Mais il y a du pétrole qui se retrouve à Brazzaville, voilà, nuitamment, les gens traversent sur pirogue pour aller vendre à Kinshasa. Mais quels sont ceux qui se sont retrouvés dans cette mafia? Ce sont les gouvernants, voyez-vous? Donc c'est toujours les mêmes. C'est vraiment une caste de mafieux qui gère. C'est-à-dire, je peux me tromper, mais j'ai du mal à comprendre ce circuit-là. Le pétrole congolais prêté au Congo, c'est-à-dire raffiné au Congo, sort et dans le même temps on nous dit que le Congo importe Oui. des produits pétroliers. Ils prétextent que les quantités ne sont pas suffisantes à la production. Voilà, les intrants de la raffinerie ne suffisent pas à satisfaire les besoins locaux. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a 16 millions de barils, voilà, qui sont l'appartenance d'un groupe de voyous. Parce que si ces 16 millions étaient restés à la Société nationale, la raffinerie, les besoins du Congo en brut pour apporter à la population les produits raffinés s'élèvent à 6 millions de barils, à peine, voyez-vous. Mais les 6 millions de barils, on pouvait les prendre dans le stock des sociétés qu'ils ont créées Les autour de 16 la millions qui SNPC. prennent les 16 millions de barils. Voilà. Sur les 16 millions, ils pouvaient prendre 6 millions et répondre à ces besoins et garder ne serait-ce que les 10 millions pour eux. Mais leur boulimie fait qu'ils vont au-delà. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs par la suite, tu vois. Parce que il y a, euh, non seulement ils prennent 16 millions, mais dans le reste de ce qui revient à l'État, il faut faire face aux charges de l'État. Et quelles sont ces charges? Le pouvoir en place euh, à l'occasion des municipalisations accélérées, dont on ne voit pas les résultats, les terrains de football et je ne sais pas quoi, bon, on servi à quoi? Eux seuls savent. Mais les Chinois prennent 6 millions de barils à la source pour rembourser le prêt, voilà, Les prêts chinois des dont éléphants parlait blancs. Rigobert Rondeli. Oui, ils prennent 6 millions de barils à la source, voilà, Et ça, représentant ils la les somme prennent de... où? Dans les 16 millions que voilà, ces petites sociétés Non, pas dans volent les ou bien 16. dans la part de l'État congolais qui reste. Dans les parts de l'État, nous verrons qu'est-ce qui restera à l'État par la suite. Donc, tout à l'heure, je parlais de 40 millions de barils qui devaient revenir à l'État. Des 40 millions, 16 millions 700 000 vont aux sociétés nébuleuses. D'accord? Ce qui reste à l'État, de ce qui reste à l'État, ils prennent 6 millions, ils donnent aux Chinois pour rembourser les éléphants blancs. Ils prennent 920 000 barils qu'ils reversent aux traders. Parce que les traders avaient prépayé l'équivalent de 21 cargaisons de pétrole brut à l'État congolais pour financer des projets. Quels sont ces projets? Vous vendez bien votre pétrole. Le baril est à 120 dollars. Mais vous vous permettez encore d'aller gager le pétrole de demain. C'est pas possible. Mais c'est affreux, c'est trop scandaleux. Je vais prendre un exemple parce que pour ceux qui nous suivent aussi, il y a les jeunes Congolais, bien sûr, Oui, pour, comme qui dirait, parler en français facile. Je vais prendre un exemple.
imagée d'ailleurs. Alors, il y a eu des projets comme Eau pour tous, voilà, 12 hôpitaux généraux, où nous savons que, par exemple, 700 milliards avaient été décaissés pour les Oui, hôpitaux généraux. Et oui, je crois, 10 ans plus tard, on se rend compte que ces hôpitaux se retrouvent encore dans l'herbe, jamais oui. terminés, et c'est lui-même qui le disait, il était même surpris de constater que les chantiers se retrouvent, voilà, dans l'herbe, et l'argent avait été déjà décaissé. Rigobert Andeli nous dit donc, l'ancien ministre des Finances dit que tout ce que vous voyez là, ça a été fait avec des prêts chinois. Vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya à ma gauche est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Ça veut dire quoi? Le Congo vend son pétrole, vous avez dit ce pétrole-là, donc l'argent du pétrole est dilapidé. Ils vont prendre des prêts chez les Chinois, dont, soi-disant, bah, c'est ça le prétexte. On va construire voilà, des infrastructures. Ils viennent avec cet argent, donc ils prennent l'argent, ils font semblant de démarrer les projets, puisque vous avez parlé des éléphants blancs. Donc ils prennent l'argent, ça aussi, ils envoient ça dans les paradis fiscaux. Les détournements des fonds, puisque l'argent est détourné. Quand on vend le pétrole, l'argent ne rentre pas au Congo. Il ne rentre pas au compte d'opération. Mais il va où? Il n'est pas placé au nom de l'État sur une place financière internationale, mais placé au nom des individus. Vous voyez l'exemple de Panama, il y a 60 comptes des Congolais à Panama. 60 comptes. 60 comptes des Congolais à Panama. Mais c'est très grave. Et on abandonne les chantiers. Donc, on vole et l'argent du pétrole et l'argent qu'on est allé prendre chez les Chinois. C'est ce que ça veut dire. Ben, ça veut dire que, en fait, il faut comprendre une chose, hein. Lorsque l'on parle des prêts chinois, il s'agit des sociétés chinoises qui avaient été utilisées pour réaliser les municipalisations accélérées. Lorsque ces sociétés chinoises se sont retrouvées confrontées à l'incapacité de retour de leur investissement, c'est-à-dire le paiement des créances dues par l'État, ils se sont tournés du côté du gouvernement chinois pour que le gouvernement chinois rachète les prêts de ces sociétés chinoises-là. Vous comprenez? Et le gouvernement chinois va donc racheter ces prêts en ayant en garantie l'argent planqué par les Congolais en Chine. Parce qu'ils se sont dit que, comme ils ont planqué de l'argent chez nous, Oui. nous acceptons de racheter le prêt chinois. Maintenant, nous allons leur imposer de prendre, euh, de le rembourser à la source sous forme de brut. S'ils le refusent, ben nous nous servirons dans leur compte. Et les comptes dont vous parlez là, parce qu'il y a l'ancien ministre des Finances, Mathias Nzo, qui parlait de 9 000 milliards qui seraient donc planqués dans les, voilà, les banques chinoises par les caciques de ce pouvoir de Brazzaville. Il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale. Que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Nous, on dit, l'argent se trouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, ramenez ça. Mais ça, c'est qu'on ramène de l'extérieur, mais au pays. Pourquoi au trésor, il n'y a rien? Il n'y a pas d'encaisse au trésor. Vous avez déjà été au trésor? Moi qui vous parle, j'ai fait construire une salle forte. Que même une roquette ne peut pas percer. Là. Mais allez ouvrir cette salle forte, il n'y a rien. Il n'y a même pas une fois.
Mais je lance un appel aujourd'hui, que les Congolais demandent qu'on fouille les domiciles des hommes politiques. Là, vous serez surpris. Vous serez surpris des milliards, des centaines de milliards qui sont à domicile. Mais lorsqu'ils ont peur, les Congolais risquent de sortir dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir un peu cet argent et on paie les salaires. Moi, Mathieu, je le sais. Et actuellement, donc au 31 décembre 2024, le Congo a une dette de près de 8500 milliards. Donc, Tout à fait. ils ont l'argent plus que la dette du Congo pour Ils ont quelques individus. 10 fois d'argent plus que la dette du Congo. Je vous ai parlé de 133 000 milliards. Donc, ils peuvent rembourser toutes ces choses-là. Voyez-vous? Vous voyez bien que lorsqu'on parle d'élections, l'argent, ils en trouvent. Ils font semblant de dire qu'il n'y a pas d'argent de payer en crise, mais à la fin du mois, ils payent. Ils payent les fonctionnaires sur la base de quoi? Est-ce que le Congo produit, en dehors du pétrole, le Congo produit quoi? Rien d'autre. Voyez-vous? Mais c'est quoi cette méchanceté-là? Parce que là, ils ont même lancé une campagne, ils demandaient aux Congolais de contribuer, je sais pas moi, euh, à soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso en versant 100 francs CFA par Congolais. Ils se moquent des Congolais, mais ils sont C'est la méchants. comédie, c'est la comédie. Voilà, Ils sont voilà, très la méchants. suite, c'est juste la comédie. Voilà. Une fois qu'on a parlé du remboursement des traders, c'est-à-dire 920 000 barils qui récupèrent aussi à la source, il y a aussi Eni. Eni, qui a fait un contrat de gré à gré avec le Congo de plus de 832 milliards de francs CFA pour la construction d'une centrale à gaz, pour laquelle le Congo peine à payer et Eni pensait qu'il fallait qu'il récupère son argent à la source. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent 808 000 barils chaque année à la source, ce qui équivaut à 29 milliards de francs CFA. C'est plus que la méchanceté. Je ne sais même plus comment Voyez-vous? qualifier ça, parce que là, ça donne du tournis, là. Et lorsqu'ils vendent le brut, il y a toutes les sociétés cotées, notamment la Société nationale, euh, qui prend aussi sa commission. Parce que ils font l'intermédiaire entre les traders et la société et l'État pour la vente de ce brut, mais ils se tapent 12 milliards d'argent comme frais de courtage. Voyez-vous? Ça, c'est la Ensuite, SMPC. ça, c'est la SNPC, oui. Et en plus de ça, il y a toutes les autres taxes, notamment une taxe maritime qu'on verse à Socotram. N'oubliez pas que la Socotram appartient à un sénateur qui s'appelle Wilfried Nguesso, qui est aussi pasteur, mais qui est patron de Socotram et qui est aussi neveu du président de la République. Oui, Oui, le Willing-Esso, dont, disons, la Cour fédérale du Canada avait déclaré persona non ouais, grata, il peut le pas aller là-bas, considérant comme un il peut membre pas. d'une organisation criminelle. Et Tout ça, à c'est fait. connu. Ben, dernièrement, c'est TracFin, qui dont Bolloré dans le collimateur de toutes ces transactions frauduleuses qui ont été réalisées entre la famille régnante au Congo et ce funeste, voilà, monsieur qui a engrangé plein d'argent aussi au niveau des ports en Afrique. Voilà. Donc, Et les taux se resserrent toujours entre les mafieux qui ont trouvé un territoire vraiment assez poreux, voilà, pour pouvoir se servir. Et ils se servent à volonté. c'est un peu aussi une part de responsabilité pour les Congolais qui les laissent faire, alors. Ben oui, c'est l'objet même je dirais, de ma colère, parce que on montre aux Congolais des éléments déclencheurs leur permettant de prendre la décision de démettre ce pouvoir, mais malheureusement, rien ne suit. Moi, j'ai fait presque un an sans passer d'émission, mais ceci m'est resté à travers la gorge parce que lorsque j'ai entendu euh, le funeste ministre des Hydrocarbures dire que oui, vous cherchez les chiffres, on va vous les donner, voici. Après, vous viendrez encore demander, et puis quoi encore, vous chercherez quoi encore. Voici les détails de la répartition de cet argent. Oui, Ouais, ouais, qu'est-ce que les Congolais tirent comme profit de tout ça? Voyez.
Et il n'y a pas que la Socotram, il y a aussi les banques. La BGFI, vous avez entendu dernièrement, qui en est le président du conseil d'administration, qui ne peut même Jean-Dominique pas, Okemba. qui est obligé de lire, qui est obligé de lire ce qu'on lui a écrit, alors que ce qu'il a lu là, il pouvait le dire du fond de son cœur, sans le lire. Voyez-vous? Ça veut dire que c'est des analphabètes qui gèrent le Congo et qui sont là, qui ont le pouvoir décisionnel sur la vie des gens, qui ont bloqué tout un pays, qui regorgent des valeurs, mais qui sont bloquées parce que c'est une racaille qui gère le pouvoir, quoi. Et voilà encore Vous un comprenez? monsieur qui est à la tête d'une banque dont tout le monde sait, hein, l'environnement des affaires au Congo, tout le monde connaît, mais qui revendique 1000 milliards de chiffre d'affaires en 2024. Oui, tout à Tout le monde fait, se tout à fait. posait la Mais ce question. sont des transactions frauduleuses, hein. C'est pas, c'est quoi ce genre de transactions? Quand vous avez 200 000 barils, voilà, qui vous reviennent comme ça pour des commissions, la Banque Postale, Afreximbank, BGFI Bank qui se le partagent, mais ça fait 7 milliards. 7 milliards 344 millions à tout casser. N'oubliez pas qu'ils sont actionnaires dans toutes ces entreprises. À Afreximbank, à BGFI Bank, à la BESCA, ils sont actionnaires. C'est eux. Voyez-vous? Donc, l'argent tourne ben, dans les mêmes poches et nullement ils ne laisseront le pouvoir, hein, parce que, voilà, ils ne peuvent pas vous céder un tel gâteau en les caressant dans le sens des poils. Après coup, ce qui reste aux Congolais, c'est 14 millions de barils. Voyez-vous? 14 millions. Nous avons vu auparavant qu'il y en avait une quarantaine de millions. Donc, Voilà. de 40 millions de barils, on Oui, se on se retrouve retrouve à 14. à 14 qui Voilà. reviennent au Et Congo. des 14, il faut enlever 6 millions pour permettre à la raffinerie de fournir les produits finis aux Congolais. Comment ça? Donc, il reste 8 millions de barils. Et oui, voilà. 8 millions, ce qui représente aujourd'hui, voilà la source des problèmes. Aujourd'hui, à un baril à 60 dollars, ben, ça fait 329 milliards à peine. Alors que, il y a quelques années, nous étions à un budget de plus de 1000 milliards. Ça encore, c'était pas les valeurs exactes. Mais aujourd'hui, les charges, voilà, se multiplient et voilà, l'État, Donc, on malheureusement, sorte peine, peine à ce que vit le faire Congo face à aujourd'hui. ses obligations. La crise Pardon? que vit le Congo aujourd'hui, la crise économique et financière, qu'il Oui. ne cesse de crier à tue-tête à qui veut les écouter d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a encore des Congolais qui croient à ces gens-là, mais c'est terrible. Donc c'est une crise savamment rayée de toutes pièces. Bien sûr que oui, mais ça, c'est juste un pan de l'iceberg qu'on est en train d'analyser. Parce que si vous partez analyser ce qui se passe au niveau de la fonction publique, au niveau de la caisse de retraite des fonctionnaires, j'en passe. Dernièrement, vous avez suivi, lui-même, il a dit au niveau des bourses que 55 000 étudiants étaient Recensé, annoncés, oui. recensés, mais malheureusement, on payait 9 milliards alors qu'on aurait officiellement, il n'y en avait que pour 3 milliards. Donc 6 milliards sont dilapidés. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, Mais ça se situe à tous les niveaux, ces goulots d'étranglement. À la fonction publique, il y a des fonctionnaires fictifs.
fictifs qui perçoivent, enfin, ils sont fictifs, donc c'est un ministre, c'est Oui, quelqu'un qui est évidemment. au Et ce qui est cabinet. curieux d'ailleurs, pendant que vous rappelez ça, il y en a même à la présidence de la République. Les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Mais c'est ce que je voulais en arriver là, c'est-à-dire que les gouvernants ont, pour certains, 40, 50, 60 salaires. Donc, lorsqu'on paye les 379 milliards correspondant aux charges de l'État liées à la fonction publique en fin d'année, mais chacun perçoit ce qui lui revient par rapport à ce qu'il a placé comme planque au sein de l'administration pour se faire du beurre, au détriment du pays souverain. Voyez-vous? Et ça, c'est fait exprès. Dans l'armée, c'est pareil. Hmm. Donc, si un toilettage n'est pas fait à tous ces niveaux-là, le pays ne pourra jamais s'en sortir. Or, le toilettage ne se fera jamais avec tous ces corrompus, parce qu'ils ont mis en place un système opaque, mafieux, corrompu, où la kleptocratie, où comment on appelle, la concussion, où le népotisme sont la règle d'or de leur fonctionnement. Voyez-vous? Donc, c'est très complexe. On ne peut pas caresser ces gens-là dans le sens des poils. Au contraire, ils devaient avoir des gourmettes derrière le dos pour qu'on leur demandât des comptes de ce qu'ils ont réellement fait du Congo. Voyez-vous? Mais je n'ai pas fini. En plus Je- de ça, tout à l'heure, effectivement, parmi les sociétés étrangères dont on parle, je vous ai expliqué la genèse de Wingwa. Il fut un temps où Wingwa engrangeait plus ou moins 1264, 1 264 000 barils. Je sais que leur production a augmenté, mais au moins, c'est une base de départ qui peut nous permettre d'asseoir plus ou moins ce que l'on est en train de dire. Wingwa, c'est la société de celui qui gère le Congo avec une chinoise. Donc, une fois que la société nationale a pris les 15% qui reviennent à l'État, ils se partagent 46 milliards, tranquille. EMLA se partage 29 milliards. Et la société Amat, qui a vu le jour il y a de cela 1 an, 2 ans maximum, mais c'est une société qui a récupéré les champs matures, les champs marginaux laissés par Eni, c'est-à-dire Luango et Zachi, qui sont l'appartenance de M. Descalzi, qui est le patron d'Eni. Vous voyez les conflits d'intérêts? On fait des contrats de gré à gré entre amis pour se partager les préventes. Descalzi ne peut pas être seul là-dedans. Donc, il se partage avec son mentor ou celui qui est en business avec lui. Tous ses revenus, voyez-vous. Donc, le Congo vit un drame, vraiment un réel drame avec ce monsieur qui a fait vraiment main basse sur toutes les richesses du pays. Quand je parle de richesse, je ne parle pas seulement des ressources de la terre, mais même de l'humain. Voilà. Il a détruit l'homme congolais dans sa pensée, dans les familles, pour tout. Parce que des générations entières sont en train de souffrir. Oui, mais c'est Les comme jeunes vous ne dites. peuvent pas travailler. À 60 ans, ils sont encore chez les parents, parfois même avec madame et enfants. Mais oui, évidemment, pendant qu'on parle du travail, de l'emploi, et puisqu'au Congo, c'est ça la réalité, la jeunesse aujourd'hui subit, comme qui dirait, ce chômage endémique, ça tout le monde le sait. Et curieusement, ils ont repoussé l'âge de la retraite à 65 ans, comme pour bloquer la jeunesse, voilà, que la jeunesse n'accède pas au marché de l'emploi. C'est ce que ça veut dire, simplement. Rien que cette disposition aurait permis aux jeunes de se révolter et de revendiquer leurs droits. Mais très Rien que ça. curieusement, ils sont là Rien derrière que ça. encore, voilà, Mhm. c'est. Voilà. Mais avec autant d'argent, c'est facile de créer les pots à écolo et aller corrompre les gens. On vous donne 10 000 francs, on vous donne. Et c'est parfois même de la fausse monnaie.
Oui, beaucoup plus de la fausse monnaie. Voyez-vous? Comment l'UCOL est arrivé au Congo? Une clarification peut être faite aussi à ce niveau. Perenco qui gère les champs marginaux avec Congorep, mais ils engrangent quelque chose comme 350 milliards de francs CFA par an, qui ne vont jamais dans les caisses de l'État. Or, si la SNPC était en mesure d'opérer ces champs marginaux seuls ou avec des mineurs, mais pas des majeurs, ils auraient pu engranger, la SNPC aurait pu engranger, ne serait-ce que voilà, 60% de cet argent qu'on est en train de voir. Mais cet argent se retrouve dehors. C'est M. Perrodo, le patron de Perenco, qui est le patron, le propriétaire du Château Margaux, qui est un grand vin français. Avec cet argent, on peut se permettre ce loisir. Voyez-vous? Donc, ce qui crée un manque à gagner au Congo, en dehors des 40 millions de barils que nous avons vus, il y a un manque à gagner de 16 millions de barils supplémentaires qui auraient permis le développement du Congo. Avec le toilettage dont je vous fais état au niveau de la fonction publique, au niveau de l'armée, au niveau de la caisse de retraite des fonctionnaires, etc., le Congo pouvait aller loin, sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, euh, voilà. Donc, ce qui aurait dû Revenir au Congo, oui. venir au Congo, quand on prend tout ce que nous avons vu, c'est 58 millions de barils, l'équivalent de plus ou moins 2131 milliards de francs CFA au budget de l'État. Ça, c'est lorsque le baril est à 60 dollars. Donc, de 58 millions de barils qui devraient revenir au Congo, le Congo, finalement, Se retrouve avec 8 millions. avec 8 millions de barils. 8 millions, voilà. Donc, Voilà. 8 millions. 50 millions Voilà. dilapidés par Dilapidé. Sassou Nguesso et sa bande. Et sa bande, voilà, ses amis, voilà. Donc, le Congo se retrouve en difficulté et on va chercher le diable, on tire le diable par la queue, voilà, les gens n'arrivent pas à vivre. C'est des AVC tous les jours et voilà, entre-temps, la famille règne, sans partage. C'est un butin de guerre alors. Est-ce veulent-ils gérer les morts congolais ou quoi? Même si on les voit chaque semaine enterrer les autres, comme si eux-mêmes ils étaient éternels. Oui, oui, ils considèrent le Congo comme un butin de guerre. Ils sont revenus par coup d'État militaire. Oui, tout à Et fait, donc, mais, voilà, mais leurs enfants ils ont... rendront des comptes. Maintenant, lorsque vous voyez ce qui est étalé là, comment peut-on définir le produit intérieur brut d'un État? Mais Donc, là aussi, les calculs sont faussés. toutes les statistiques du Congo, économiques, macroéconomique du Congo sont biaisées, sont faussées. Voyez-vous. On fausse le recensement de la population, l'argent se trouve planqué des dignitaires, donc les revenus voilà, qu'aurait engrangé le pays se retrouvent dans la rue. Et on vous dit que oui, le PIB est de voilà, 8 000, je ne sais pas combien, ou 8 500 milliards. Et à un moment donné, Dernièrement, oui, il oui, parlait même de la croissance économique à deux chiffres. Et après, mais quand on observait les Congolais, ils sont toujours en crise, dans la misère. Depuis que Sassou est là, les Congolais ne vivent que la misère, que de la misère. nous Après, on se sommes demande, tous. mais à quoi servent finalement toutes ces statistiques où on vous parle de la croissance à deux chiffres, on vous parle du PIB, comme vous avez dit tout à l'heure, même le recensement est faux. Tout est faussé au Congo. Il faut repartir vers les fondamentaux et permettre un Congo meilleur Oui, où mais tout comment? est uni pour Comment? sortir un nouveau Congo et puis voilà, où chacun se reconnaîtrait. Parce que ce ne sont pas les cadres, hein. Même ceux qui n'ont pas été à l'école peuvent comprendre, hein, par la force des temps et des choses, que on peut gérer le pays autrement et apporter leur contribution à leur manière. Voyez-vous? Oui, mais comment Nous avons opérer le ce Mutalo. changement-là? Parce que là,
Là, on est déjà en route là vers la prochaine élection présidentielle de mars 2026. Comment opérer ce changement? Et apparemment, le PCT est déjà sur le terrain en train de préparer sa fraude. Comment Mais opérer ce changement? le CRC recommande le peuple congolais à la révolution du fleuve. La révolution du fleuve, c'est une propriété du peuple qui est reconnue dans la Constitution et qui, à un moment donné, lorsqu'il se rend compte que ses droits, ses libertés fondamentales sont bafouées, à lui de se lever et de revendiquer sa place, toute sa place, pour que, voilà, qui repart sur de nouvelles bases. Mais si on laisse traîner voilà, des bandits qui pensent que oui, ils ont le droit de citer, ils peuvent, et c'est eux qui font la pluie et le beau temps, c'est eux le Saint-Esprit, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Vous voyez même, vous avez déjà vu un seul des enfants de ce monsieur-là revendiquer quoi que ce soit ou aller se plaindre. C'est le ministre de la Communication qu'on envoie. C'est voilà, c'est des associations bidons qui sont là pour parler, alors que tout est là. Même la justice n'est pas en Oui, mesure mais le ministre de la de Communication, rattraper, le de porte, rattraper ne serait-ce que les procès que nous apprenons ça et là à l'international. oui, mais Nous, même le porte-parole du gouvernement confond sa mission. Il est porte-parole de Sassou et non du gouvernement, eh oui, puisqu'il intervient même dans les affaires, comme vous avez dit, des enfants de Sassou qui eh sont oui. poursuivis un peu partout. On le voit un peu, voilà, et c'est bien dommage. J'espère que les Congolais prendront conscience. On va donc terminer avec cette émission. Je vais vous laisser le temps de conclure et ça sera la fin de cette émission. Non, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a plusieurs mouvements qui transitent autour du CRC. On apprend CRC X, CRC Y par-ci, par-là. Il y a un seul CRC, c'est le Congrès pour la Renaissance du Congo. Voilà. Qui est une plateforme qui travaille pour que les Congolais redorent leur blason et qu'un nouveau Congo naisse et permettent l'éclosion d'un Congo libre, souverain et prospère. Maintenant, au peuple souverain de comprendre que le CRC n'est qu'un outil qui va lui permettre de traverser le Rubicon et de faire en sorte que cette révolution du fleuve soit effective, parce que c'est dans ses droits. Nous n'avons pas peur et nous le revendiquons. Les élections, on sait que celui qui les organise, c'est lui qui les manipule. Quels sont les moyens permettant à ceux qui veulent accompagner ce monsieur-là aux élections? Quels sont les moyens qui garantissent comment on appelle, la transparence, un fichier biométrique et tout le reste, nous- tout ce que l'opposition revendique? Alors que la population a déjà même été biaisée dans certaines contrées. Voyez-vous? Donc, je me rappelle encore que lors des élections passées, chez celui qu'on appelle directeur de la Ominga, SNPC, celui Raoul qu'on appelle Ominga, directeur de la NPC, il avait des bureaux de vote il avait dans des son bureaux de salon. vote dans son salon. Voilà, il Raoul avait des Ominga, bureaux de oui, vote oui. dans son salon. Donc, on a toute une population par des parvenus, des gens voilà, qui n'ont pour réflexe que de tuer, de semer le désordre, le trouble. Voilà. Et Lui-même, c'est assesseur, assis dans son fauteuil en train de voir qui vient voilà. Donc, voter dans son salon. dommage. C'est- C'est pas Bon, ça le bah, Congo, c'est pas bon. ça le Congo d'hier et le Congo de demain. Voilà. Le Congo d'aujourd'hui, ça a juste été une étape, mais une étape qui sera marquée. Même l'histoire n'en reparlera plus. Nous avions connu un téméraire, voilà, dans notre vie, voilà, qui est comme une femme, mais téméraire, d'une témérité incommensurable. Voilà. Mais au moins, sa progéniture rendra des comptes aux Congolais un jour. Quelqu'un disait d'ailleurs, il faut un procès de type Nuremberg pour les membres du Parti congolais du travail, cette organisation criminelle qui finalement a fait main basse sur le Congo, qui a désossé le Congo, qui a détruit l'État congolais, voilà.
et qui continue à ruiner le Congo, malheureusement. Merci, Alphonse Et Maboussou. nombreux sont otages de ce système, hein, même au sein du gouvernement. Il y en a qui souhaiteraient peut-être s'en aller, mais comme ils ne peuvent pas réaliser leur volonté, ils sont obligés de subir. Voilà, ce qu'ils Mais c'est subissent. une lâcheté. Pourquoi? Comment être Ah, otage de l'acheter, ce... bon, voyez-vous, tout le monde veut vivre, voilà, il y en a qui ont peur, et puis voilà, ils ne peuvent pas braver l'adversité, et puis bon, voilà. Bien voilà, merci Alphonse Maboussou. Je rappelle que vous êtes consultant en expertise pétrolière et minière, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo de CRC. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir encore eu sur notre plateau pour nous expliquer où va l'argent du pétrole congolais, comment le clan Sassou Nguesso a fait main basse sur le pétrole congolais qui est pourtant une ressource nationale. Et c'est bien dommage. Après, on parle de la crise au Congolais, il n'y a plus d'argent, voilà, crise économique, alors qu'on connaît, tout le monde sait où va l'argent du pétrole congolais, dans les poches de Denis Sassou Nguesso. Et comme vous l'avez dit, d'ailleurs, c'est juste un rappel, c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Il y a deux choix. Soit on se couche et pour un suicide collectif, soit on se lève, mais parce qu'aucune dictature ne résiste devant un peuple debout pour mettre fin à ce régime de prédation des voleurs. La vérité, c'est ça. Merci en tout cas, chers téléspectateurs, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la gestion du pétrole congolais. Merci. À très bientôt.